Et Juliette Briens qui revient parmi nous aussi. Bonjour à vous Juliette. Bonjour, merci beaucoup. Au programme ce matin. Au programme ce matin, un programme très chargé, absolument passionnant. Il sera question du hashtag collégien anti-2010. Il sera question de conseil de classe avec Macron qui fait la leçon aux champions olympiques. Il sera question de guerre ethnique ou de bac à sable au Val de Reuil. Il sera question aussi d'un hashtag saccage Paris, saccage la France. Peut-il faire trébucher la candidate Hidalgo? Et on parlera aussi de l'Arc de Triomphe empaqueté. On parlera aussi de la mise en valeur du patrimoine. C'est la journée du patrimoine, Jean-Marie. C'est les journées du patrimoine. On y reviendra jusqu'à demain, y compris dans le grand matin week-end Sud Radio. Allez, politique sous influence, c'est parti jusqu'à midi. On commence tout de suite avec le premier thème. C'est parti, McFly Carlito à l'Elysée, Mélenchon sur TikTok. Trump débranché, qui peut nier le rôle politique majeur joué par les réseaux? Vous avez le droit de savoir ce qui se trame sur les réseaux. Politique sous influence a le devoir de vous l'expliquer. C'est pourquoi, avec Juliette, nous rembobinons pour vous sur les fils Insta, Twitter, Twitch, TikTok pour comprendre comment les réseaux influencent la vie politique. Et on va tout de suite commencer avec le buzz de la semaine. Alors, le buzz de la semaine, c'est finalement Emmanuel Macron qui a fait la leçon aux champions olympiques. En fait, on a l'impression que notre président de la République, qui était il s'était tenu un peu sage depuis les Gilets jaunes. Il a fait une espèce de rechute, il a fait une macronite, une espèce de francophobie aiguë. Oui, voilà, en fait, c'était une réception qui était réservée lundi à nos champions olympiques et paralympiques, donc à l'Elysée, au cours de laquelle le président de la République a prononcé son discours pour féliciter nos athlètes tricolores, ou du moins c'est ce que nous imaginions. Car n'aimant jamais demeurer prévisible, le chef de l'État, après de courts mots de remerciement, a plutôt endossé la posture de directeur d'école, en livrant devant les sportifs un véritable conseil de classe olympique, auquel personne ne s'attendait vraiment, et vous allez voir que le jury n'est pas allé au-delà des encouragements. On peut entendre ça. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Nos voisins britanniques, pour ne prendre que cet exemple, investissent aujourd'hui moins de crédit public que nous. Ils ont pourtant des résultats supérieurs aux nôtres. Je ne suis pas de ceux qui se fixent pour ambition de faire au moins aussi bien. Je vous le dis très clairement, on doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah oui, beaucoup plus, Guillaume Bigot, beaucoup plus. Honnêtement, je suis pas toujours d'accord avec le président Macron, mais quand j'ai vu ces résultats de médailles, j'ai un peu partagé son opinion. Pour le coup, quand même, le style de conseil de classe est assez étonnant. Voilà des gens qui ont tout de même ramené des médailles olympiques, parfois des médailles d'or, parfois pour la 3e, la 4e fois. Oui. Or là, le président Macron leur dit oui, 9 sur 20, 8 sur 20, pas terrible. Ils se font engueuler. Voilà, pour ceux qu'on parle ici. Il faut bosser. C'est quand même étonnant cette histoire. Oui, puis du coup, le discours a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, comme on peut l'imaginer. Les internautes qui ont dénoncé un peu cette leçon de morale un peu stricte et qui lui attribuaient la médaille d'or du manque de tact. Mais c'est surtout Teddy Riner qui s'est chargé de répondre aux propos du président dès sa sortie de l'Elysée. Manifestement, la pilule a été un peu dure à avaler. Se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid. C'est intéressant cette réaction. Alors d'abord Teddy Riner, d'une certaine façon, a un peu recadré le président, mais il s'est recadré lui-même, parce qu'il a dit qu'il ne tenait pas à recadrer le président. L'honnêteté nous commande de le dire. Pour autant, qu'est-ce qu'a dit le président de la République en substance? Il a quand même parlé d'argent public. C'est pour ça qu'on peut parler un peu de macronite après les Gilets jaunes, puisque normalement les robinets sont ouverts, l'argent magique a été découvert. Ouais. Sauf que là, il dit finalement, les Britanniques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépensé moins d'argent public et ils ont eu plus de médailles. Donc là, on a vraiment l'impression... C'est de leur faute. C'est ça, c'est de leur faute. Alors effectivement, première remarque, un chef normalement assume. Finalement, il est chef des armées, mais il est aussi chef de la délégation olympique, parce que c'est le président de la République, de tous les Français, y compris des champions. Donc il devrait assumer en tant que chef les mauvais résultats. C'est pas ce qu'il fait. Mais surtout, le plus intéressant, me semble-t-il, c'est que là, il est en train de revenir à ses marottes de moins d'argent public, ça va toujours aller mieux. Donc le service public, pas bien. Le privé, bien. En fait, ce qu'on peut considérer, c'est surtout que la Grande-Bretagne, c'est un pays sorti de la cage de l'Union européenne. La Grande-Bretagne est fière d'elle-même. Elle a un drapeau. Est-ce que vous avez entendu pendant les Jeux Olympiques des gens hurler dès qu'un athlète de la zone euro avait gagné une médaille? Ça va de soi. Dès que l'Italie avait une médaille, tout le monde était dans la rue. Écoutez, il y a eu quand
quand même un sacré exploit italien. Il faut quand même le rappeler, avec le premier Européen qui a une médaille d'or aux 100 mètres en athlétisme. Et ça, c'était un sacré exploit. Même en France, Viva Italia et vive les nations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Grande-Bretagne est un pays libre et qui assume son propre modèle qu'on veut nous importer de force, mais c'est une autre affaire. En tout cas, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a un côté manager, il y a un côté KPI. Regardez les gars, vos chiffres sont pas bons. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a d'autres façons peut-être de motiver. Mais alors, on va parler d'un autre sujet, finalement, qui semble être un sujet un peu léger. Il y aurait une sorte de guerre des boutons sur les réseaux sociaux, voilà, dans les cours de récréation, avec les 2010, avec les collégiens qui rentrent en 6e. Juliette, raconte-nous cette affaire. Oui, donc anti-2010, c'est le hashtag du moment. Derrière ce hashtag, ce mot diésé, on rappelle ce que c'est un hashtag, hein, c'est un mot-clé qui est précédé d'un signe séquence dièse. Traduction. Qu'est-ce qu'un hashtag ? C'est la séquence traduction. Donc un mot-clé qui est précédé d'un signe dièse qui permet de retrouver tous les messages contenant ce mot-clé sur les réseaux sociaux. C'est un aimant à sujet. Voilà. Ça marche sur Twitter, ça peut même marcher parfois sur Facebook ou alors sur TikTok en l'occurrence. Voilà, et donc derrière ce hashtag anti-2010, en fait, se cache un mouvement qui empoisonne la vie des collégiens depuis plusieurs semaines. Tout a commencé sur le réseau social TikTok, le réseau social des jeunes, où une animosité est née envers les jeunes collégiens de 6e liés aux jeux vidéo Fortnite. Les plus anciens joueurs reprochaient notamment aux enfants nés en 2010 d'avoir rendu le jeu obsolète, et de ne pas respecter les codes du jeu. De ce fait, les néo-collégiens ont commencé à appeler les 2010 les Fort Kids, c'est le petit surnom qu'ils leur avaient réservé. Et le hashtag anti-2010 est donc né. Il est devenu viral en quelques jours, puisqu'il comptabilise aujourd'hui près de 40 millions de repartages. Et on peut parler d'un sort de harcèlement en ligne. Harcèlement en ligne, je pense que c'est le sujet. Malheureusement, ce harcèlement en ligne un peu stupide ne s'est pas arrêté au virtuel, puisque certains sont passés aux actes. Ils sont passés aux actes, en fait. C'est toute la question de la limite entre le virtuel et le réel. À tel point que certains élèves avaient une peur, angoisse à l'idée d'aller à l'école. Et donc, suite aux appels de certains professeurs et de certains parents d'élèves, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a décidé de publier une vidéo face caméra afin d'alerter sur le phénomène et de réclamer de la bienveillance. On l'écoute. Chères collégiennes, chers collégiens, je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour, soyez des vecteurs de fraternité, soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Et dites à tous les élèves nés en 2010, dites à tous les élèves de 6e, bienvenue au collège. Alors, nous lançons le mouvement Bienvenue au 2010, bienvenue à tous ceux qui rentrent en 6e, et c'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité, et pas la bêtise. Donc, vive les 6e, vive les collégiens, vive les collégiennes, et vive la fraternité au collège. Petite question d'ailleurs qu'on pourrait poser à Juliette Brien, c'est Guillaume Bigot, vous étiez vraiment bienveillant en 6e, en 5e, en 4e vous ? Mais non, c'est l'idée rousseauiste qui a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que les enfants naissent naturellement bons et gentils. Il y a un roman extraordinaire d'un Anglais qui s'appelle William Golding, je recommande à tout le monde, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Qu'est-ce que raconte Sa Majesté des Mouches ? C'est un navire qui fait naufrage et sur une île déserte, des gamins entre 11 et 14 ans se retrouvent entre eux. Et en fait, ça tourne très mal, ils jouent, ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal, et à la fin, le gamin de 11 ans est mis à mort par les autres par jeu. Et il se trouve qu'un soldat britannique débarque sur l'île et aussitôt les enfants se remettent à jouer, à devenir innocents. Donc les enfants ne sont innocents que parce qu'il y a l'intervention des adultes. Et très sincèrement, quand j'ai entendu le ministre Blanquer, après sa séquence Marel, parler de Fortnite et du hashtag, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en réalité, je me suis trompé. Je pense que c'est exactement comme l'officier anglais qui posait sa botte sur l'île déserte, parce que c'est une île déserte, il se passe des tas de trucs sur ces réseaux, et fort heureusement, un adulte a mis un pied. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Juliette ? Donc, ensuite, le hashtag a été supprimé de tous les réseaux sociaux, à commencer par donc, ça a TikTok. marché. Voilà, ça a marché, on voit, c'est une espèce de guerre du hashtag. Alors, finalement. il a été supprimé par les réseaux sociaux. Il n'a pas été supprimé par les collégiens de 5e ou de 4e. Pas du tout, pas du tout. Mais suite à l'intervention de M. Blanquer. Oui, bien absolument. sûr. C'est la guerre des hashtags. Les jeunes ont créé un hashtag, le gouvernement a créé un contre-hashtag. C'est ça. Bienvenue donc les politiques ne sont pas si impuissants face aux réseaux non plus de temps en temps. Et la preuve exactement qu'on peut retirer aussi les enfants qui sombrent de l'état
état de nature. Restez avec nous les amis, politique sous influence, on se retrouve dans quelques instants après la guerre des boutons, ou la guerre des boutonneux d'ailleurs. C'est selon, on est tous passés par là, il faut aussi le reconnaître quand même humblement. Direction Val de Rueil, où il s'est passé une chose absolument étonnante. On va en parler avec notre guerre invité. ethnique ou querelle de bac à sable, on va voir ça avec Pierre-André Taguieff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez. Je voulais prendre le temps de vous féliciter pour la qualité de vos débats, de chacun de vos débatteurs. Sud Radio, parlons vrai. Oui, c'est moi, j'ai trouvé ce qui va satisfaire ton envie de Pokéball. Un filet de saumon Auchan venu tout droit de l'océan. Tout frais et dégraissé, il n'y a plus qu'à l'assaisonner. On se rejoint en magasin ? Jusqu'à ce soir chez Auchan, le filet de saumon Atlantique est à 10,99 € le kilo. Auchan, avec plaisir. 10,99 € le kilo de filet de saumon Atlantique dégraissé élevé en Écosse ou en Norvège. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants. Auchan, enseigne préférée sur la fraîcheur du poisson en hypermarché. Source Kantar Prométhée, voir détails sur Auchan.fr. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Offrez-vous des chaussures de grande marque chez Intersport. Jusqu'au 19 septembre, bénéficiez d'une remise de 30% sur toutes les chaussures de grande marque de sport. Adidas, Puma, Lecoq Sportif, Asics, Reebok. C'est le moment d'en profiter. Intersport. Voir conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponible. Le contrôle technique de votre SEAT est à 0 € dans les points service SEAT participants. Et 0 € quand on y pense, c'est vraiment pas beaucoup, voire quasiment rien. Le contrôle technique est à 0 € chez SEAT et sans minimum d'achat. Donc il vous coûtera entre 0 € et 0 €. Enfin bon, ça reste une fourchette bien sûr, hein. Vous avez à peu près 0 raison de ne pas profiter du service après-vente SEAT. Offre jusqu'au 10 décembre 2021, hors éventuels travaux et contre-visites. Conditions sur seat.fr. On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama. Mais où trouvez-vous tous ces fromages, Vincent ? Oh, question fromage, on trouve de tout ici. En revanche, question santé, c'est moins facile. Vous êtes allé sur notre appli ? Chez Groupama, vous pouvez compter sur 10 000 professionnels de santé avec des avantages privilégiés. Vraiment ? Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. En ce moment, jusqu'à 200 € offerts pour toute nouvelle souscription santé et prévoyance. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition jusqu'au 14 novembre 2021. Voir modalité en agence participante et sur groupama.fr. Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé. Pareil pour la Corsa électrique. Et il y a aussi le confort premium. Pareil pour l'électrique. Le plaisir de conduire. Pareil. Et le prix, 119 € par mois. Encore pareil. On va jamais réussir à choisir. Des portes ouvertes pareilles, on en profite. Essence ou électrique, l'Opel Corsa est à partir de 119 € par mois. Ça, c'est Opel. Corsa et Corsa e-Edition à partir de 119 € par mois avec apport de 1500 ou 2000 € selon version. LLD 48 mois valable jusqu'au 30 septembre sous condition de reprise. Détails sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Vous aimez Sud Radio? Profitez des podcasts de Sud Radio. Ils sont disponibles dès la fin de vos émissions ou de vos rendez-vous préférés. Retrouvez et écoutez vos podcasts sur sudradio.fr, l'application Sud Radio et les plateformes. Sud Radio en podcast, partout et quand vous voulez. Sud Radio, parlons vrai. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Lidl nous fait encore des siennes, c'est ça ? Ah, des siennes, oui, mais surtout des produits siennes. Ça marque d'hygiène et de beauté. Une petite trentaine, pas plus, non ? Oula, bien plus que vous ne l'imaginez, hein. Plus de 260 produits siennes proposés tout au long de l'année. Crème de jour et de nuit, dissolvant, eau micellaire, savon, gel lavant, shampoing, après-shampoing, avec plusieurs distinctions aux victoires de la beauté. C'était encore avant en beauté. On n'a pas de peau, hein. Lidl, bien plus que vous ne l'imaginez. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Non, mais alors, quelle ambition! Quelle ambition! Même non, c'est jusqu'à midi. C'est jusqu'à midi avec la prochaine grille. Guillaume Bigot, absolument, et Juliette Briens. Tout de suite, direction la Normandie, plutôt la Normandie des réseaux sociaux, on est d'accord, Val de Rueil? C'est la Normandie des réseaux sociaux, mais il va être question de ce qui se passe sur le terrain. La Normandie, on imagine tous des vallées riantes, de la prairie, des vaches, c'est là où il y a le bon lait, des pommes, du cidre, etc. Calvados. Eh ben pas du tout, figurez-vous. Il est question du PKK qui défile pas en armes, enfin. On rappelle avec ce qu'est le PKK. Un groupe qui est kurde, qui lutte pour le Kurdistan et qui est considéré par certains pays comme une organisation terroriste. En tout cas, ce sont des gens très sérieux qui ont commis des attentats en Turquie. Voilà, qui sortent les drapeaux. De l'autre côté, on a la Ligue de défense noire avec une ambiance un peu West Coast, les Crips contre les Bloods, etc. Et tout ça se passe en Normandie. Oui, voilà. Donc tout commence avec une discussion
dispute entre deux jeunes, l'un d'origine kurde, l'un d'origine sénégalaise. Quand je dis deux jeunes, c'est deux jeunes enfants. Dans l'après-midi du 5 septembre, une simple bagarre dont vont rapidement se mêler les parents de ces derniers et qui va rapidement se transformer en un événement d'une rare violence. Les vidéos des affrontements inondent rapidement les réseaux sociaux. On peut voir plus d'une centaine de personnes se bagarrant et s'insultant de jour comme de nuit. Le maire de la commune, Marc-Antoine Jamet, lui, parle d'une bagarre de bac à sable. D'abord, on y arrive rarement, fort heureusement, et puis d'autre part, il y a deux affaires. Il y a une première affaire, c'est celle que vous avez évoquée, qui s'est terminée dimanche dernier, qui est une affaire, malheureusement, en effet, de bac à sable, deux enfants qui s'en prennent l'un à l'autre et leurs familles qui interviennent. Ça, c'est terminé. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont intervenus de manière complètement inappropriée. La première, c'est Marine Le Pen, qui a cru utile de faire un tweet dans le cadre de sa campagne présidentielle. Ça a mis un peu d'huile sur le feu. Deuxièmement, une manifestation, en effet, organisée par le PKK. Le PKK devrait, normalement, je crois, davantage travailler en Syrie, en Irak, en Iran et en Turquie, qui, là, cette manifestation a comporté un certain nombre de slogans racistes, notamment « Ils sont où les Noirs qui étaient absolument insupportables et qu'il faut condamner. Et puis, troisièmement, il y a une espèce de bande d'hurluberlus qui est arrivée hier, en effet, ou avant-hier, dans la mairie. Moi, c'est les risques du métier. Prendre un peu de farine, c'est bon pour faire des gâteaux. J'en ai rapporté chez moi, ça m'a permis de faire des économies dans mes courses. Mais en revanche, soyons beaucoup plus sérieux. J'ai une adjointe qui a été molestée. Vous avez 3 familles qui étaient venues avec leurs proches, leurs parents pour avoir des mariages terrorisés. 2 enfants ont fait des malaises. La porte de la mairie a été cassée. La porte de la salle du conseil a été enfoncée par des gens extérieurs à la ville, où s'étaient glissées 2 ou 3 personnes qui n'ont pas suffisamment probablement de jugeote ou de jugement pour s'y mettre. Voilà le problème. C'est-à-dire une affaire qui est arrêtée, totalement arrêtée, d'ailleurs avec l'aide de Gérald Darmanin, que je remercie, et du préfet de l'Eure, que je remercie également, et puis des gens qui viennent se greffer. Ouais, c'est très étonnant. On retrouve ce côté un peu sel sur la plaie des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et là, les réseaux sociaux créent une émulsion, créent une espèce de montée aux extrêmes. Les gens voient des images, se disent bon, alors on va surenchérir. Finalement, on va nous aussi s'en mêler. Donc ça crée quand même cet effet d'émulsion. Mais d'un autre côté, on peut pas nier avec ces images et avec ce qui s'est passé que c'est une querelle. C'est plus une querelle de bac à sable. Mais oui, c'est ça en fait. D'un côté, on a les vidéos des rixes ultra violentes. Avec des sorties complètement racistes. Où sont les Noirs? Mort aux Noirs. Ça, c'est le PKK, le parti kurde. De l'autre côté, on a un maire qui nous parle de pierre de bac à sable qui aurait mal tourné. Et on a aussi une plateforme toute trouvée pour le fondateur de la Ligue de défense noire africaine, Sylvain Afoua, qui a été condamné quand même à 7 ans de prison pour viol sur une personne handicapée en 2014, qui lui s'empare également des réseaux sociaux afin d'y interpeller également le maire de la commune. Je vous laisse écouter l'extrait. Alors on l'écoute. Donc, dans le but d'organiser, un grand remplacement de la population de sa commune, monsieur le maire, Marc-Antoine, se permet d'expulser les Noirs, les Maghrébins, qui sont victimes de ratonnade dans sa commune, parce que l'objectif, le plan secret du monsieur le maire, le parrain de la mafia kurde, monsieur Marc-Antoine, c'est le grand remplacement de la population issue de l'immigration africaine dans sa ville. Ah non, mais lui, il est exceptionnel. C'est incroyable. C'est le Gorafi. Non, c'est pas le Gorafi, en fait. Il est vrai. En tout cas, il y a matière, je ne sais pas si le Marc-Antoine Jamet a porté plainte, mais il y a matière à porter plainte pour diffamation et injure publique. Absolument, mais surtout, ce qui est quand même truculent, c'est le concept de grand emplacement. Donc, si on le suit, il y aura un complot ourdi par un maire socialiste en Haute-Normandie pour organiser un grand remplacement des enfants sénégalais par des enfants de Kurdes, parce qu'il y a un repeuplement kurde secret, en fait. C'était un plan secret du Quai d'Orsay. On se demande quand même où on est, quoi. PKK, Ligue de défense noire africaine, on se croirait dans un clip de rap, Biggie contre Tupac. Ouais, c'est West Coast, quoi, comme ambiance. On n'est plus du tout dans la Normandie riante, là. En tout cas, ça a pris des proportions assez énormes, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui n'en est pas à sa première dissolution, en a annoncé une nouvelle. Juliette. Sur Twitter, il a annoncé la dissolution de la Ligue noire de défense africaine. La Ligue de défense noire africaine, dont vous entendiez le président à l'instant, Sylvain Afoua, ou Egunchi Béanzin, selon son sobriquet. Guillaume. Je crois qu'on parle beaucoup de pince identitaire. Et d'ailleurs, le maire socialiste nous explique que peut-être Madame Le Pen aurait jeté de l'huile sur le feu. En fait, la pince identitaire, là, si on comprend bien, c'est une pince identitaire entre la communauté, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme en République, kurde, et la communauté sénégalaise. Donc il y a une sorte de pince identitaire kurdo-sénégalaise. C'est un peu ça l'idée. C'est ça qui est la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que
vraiment c'est une bagarre de bac à sable qui a mal tourné et surtout qui a été amplifiée par les réseaux sociaux, par la récupération politique, ou est-ce qu'on est dans quelque chose de symptomatique? Est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions? Et c'est ça qu'on aurait aimé demander au maire. Justement, Marc-Antoine Jamay, que vous aviez essayé de contacter. Qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Là, on est parti des vidéos qui ont été justement partagées. Qu'est-ce qui se disait comme commentaire sur les réseaux sociaux, Juliette, à propos de ces événements? Il y avait beaucoup de commentaires, ça a beaucoup fait réagir? Ça a pu faire rire certains, ça en a inquiété d'autres, évidemment, mais je peux vous dire que les vidéos qu'on a vues, on ne peut pas vous montrer ici, mais sont vraiment d'une rare violence. On se demande où on est, et donc les gens, en fait, ont découvert ça sur les réseaux sociaux sans comprendre d'où ça venait. En tout cas, ils ont pu voir de la violence, et après, en demandant au maire, lui parlait d'une querelle, d'une simple querelle. Donc il y a quand même cette différence de traitement. Il a parlé de racisme aussi. Il y en a eu aussi. Là, ils ont pu également voir la vidéo où le PKK défilait en disant où sont les Noirs. Effectivement. Des scènes assez surréalistes qui sont donc passées en Normandie, chers amis, et donc ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Restez avec nous parce que Politique sous influence revient dans quelques instants. Il n'y a pas qu'en Normandie qu'il se passe de drôles de choses. On va vous emmener dans la capitale avec un drôle de hashtag, et notre invité est venu en parler avec Guillaume Bigot et avec Juliette Briens. On est ensemble jusqu'à midi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pas être censuré comme dans beaucoup d'endroits, et de parler vrai. Sud Radio, parlons vrai. Chez Gamme Vert, on aime cultiver les fruits, les légumes, les plantes, mais on aime aussi cultiver les bonnes affaires. La preuve, aujourd'hui, vos experts Gamme Vert vous remboursent 50 € en bon d'achat dès 50 € d'achat. C'est ce qu'on appelle avoir le goût des économies. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Et enseigne préférée des Français 2021, catégorie jardinage. 2 bons de 25 € dès 75 € d'achat, non cumulables. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. Vendre un appartement, c'est pas mon métier, mais j'ai quand même vendu le mien. C'était pas possible pour moi de laisser autant d'argent à un intermédiaire. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Et au final, tout le monde gagne du temps. Vous aussi découvrez PAP et son coaching IMO. PAP estime votre prix de vente, valorise votre bien et PAP filtre même vos contacts. Avec PAP, vendez votre logement au bon prix et sans commission. Ford. Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Portes ouvertes ce week-end, Power Days signifie journée énergisante. Leclerc. Ça veut dire quoi, certifié HVE? Haute valeur environnementale, pourquoi? Pour les carottes, origine France, là. Panier du primeur à 99 centimes les 2 sachets d'1 kilo, soit 50 centimes le kilo. Eh ben, ce sont des carottes issues d'une exploitation agricole qui se soucie des sols, de la biodiversité, des traitements agricoles. Ça veut dire qu'elles sont bonnes ou pas? Bien sûr, et pas cher. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 16 au 18 septembre, catégorie 1, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Et pas n'importe laquelle. Une pergola bioclimatique fabriquée en France à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Oui, et la livraison est offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Cette année, Prime Video diffuse la Ligue 1 Uber Eats. Restez au cœur de l'action en suivant vos matchs préférés. La Ligue 1 Uber Eats, en direct sur Prime Video. Ikea. Cool, enfin la rentrée, j'en pouvais plus de ces vacances. Toi, t'as surtout envie d'essayer ta nouvelle table d'ordi. Ouais, j'avoue. Boostez votre rentrée. Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme la table ordinateur Fielbo en bois et métal noir à seulement 49,99 € au lieu de 59,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Politique sous influence, les dessous, les coulisses des réseaux sociaux sur Sud Radio jusqu'à midi avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Tout de suite, direction la capitale, Guillaume. Direction la capitale où un hashtag, c'est-à-dire ce fameux mot dièse, séquence traduction pour les non-millennials, ce fameux mot dièse aimant à mot a finalement fait beaucoup de mal à Anne Hidalgo. On a la chance d'avoir Pierre Licia avec nous. Il a beaucoup usé et abusé de ce hashtag, mais il va nous en parler. C'est un peu le Rastignac du hashtag, en quelque sorte. Mais avant ça, il faut bien comprendre ce qui se passe avec ce hashtag, comment ce hashtag est apparu. Juliette va nous l'expliquer. Et finalement, est-ce que ce hashtag Saccage Paris ne risque pas de devenir un pot de banane pour Anne Hidalgo avec Saccage la France et sur lequel elle pourrait glisser et se ramasser dans sa campagne? Oui, donc tout commence le 21 mars dernier quand le compte Twitter anonyme qui s'appelle @PanamPropre lance un hashtag Saccage Paris. Le but est de témoigner de la mauvaise gestion de la ville de Paris par la maire en partageant des photos et des vidéos accablantes de l'état de la propreté, de la voirie ou de nouveaux aménagements urbains. Le hashtag en question connaît un succès immédiat, se hisse en top tweet en quelques heures. Le succès est tel qu'il est devenu une sorte de marronnier de la twittosphère et il refait son apparition régulièrement dans les tendances du jour. Oui, c'est une sorte de longue salaire. Exactement. L'initiateur du mouvement, donc le compte anonyme PanamPropre, a affirmé lui n'est qu'un cadre dans le privé d'une 50aine d'années et n'est encarté à aucun parti. Il n'y a pas de politique pour lui. C'est louche ça ou pas, Juliette? Je ne sais pas si c'est louche, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a contribué au succès de ce hashtag. Mais après, ce hashtag qui a été repris par de nombreuses personnalités politiques, de droite notamment, il relaie le hashtag et de droite du sujet, en fait. exactement. Aujourd'hui, le hashtag comptabilise plus de 600 000 messages et des centaines de milliers de vues. C'est énorme, c'est un hashtag énorme. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas tardé à répondre par une série de tweets via son compte officiel. Elle reconnaît quelques incivilités, mais accuse quand même la droite et l'extrême droite de refaire une campagne d'astroturfing. Ah, stop. Là, je vous envoie un gage. Séquence traduction. Séquence traduction. Astroturfing, encore un nouveau mot. C'est une technique de propagande qui a pour but de donner une fausse impression d'un comportement ou d'une opinion sur Internet. Tout ça orchestré politiquement par la droite et l'extrême droite. Voilà. Bon, en clair, c'est un coup monté ce hashtag. Voilà, on va l'écouter quand même, Anne Hidalgo. C'est ce qu'elle nous dit. On va l'écouter. Après, ce que je voulais vous dire quand même sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine, on l'a vu aussi, c'est une méthode assez simple. Il y a une trumpisation de la vie politique qui est à l'œuvre un peu partout, y compris en France. Il y a beaucoup de proximité avec l'extrême droite. Et là, je crois qu'il faut aussi se doter d'outils, ce qu'on fait tous, pour essayer de voir lorsqu'il y a une campagne très orchestrée sur, je dirais, notamment les réseaux Twitter, pour voir quelle est la part de réalité et quelle est la part de faux. Ils sont partout, dans nos villes et dans nos campagnes. On parlait de l'extrême droite pour le coup. On rappelle que les derniers scores de l'extrême droite à Paris ne sont pas particulièrement élevés. Peut-être qu'on va en parler avec notre invité. On en parle avec notre invité tout de suite, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que ce hashtag, si on avait voulu l'inventer, on n'aurait pas pu l'inventer tellement il est fort. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il a marché, c'est qu'il ne provient pas d'un compte politique. Il provient d'un citoyen qui en a juste ras-le-bol. Il veut exprimer son mécontentement. Il lance ce hashtag et contre toute attente, le hashtag est repris des centaines de milliers de fois. Voilà. Il a du succès parce qu'il n'est pas politique. On va voir ce que Pierre Licia en pense, qu'on ne présente plus parce que c'est une vraie voix. Vraie voix Sud Radio, Pierre Licia, vous retrouvez chez Philippe David à 17h assez régulièrement. Sa moustache style Brigade du Tigre était déjà connue sur les terriens. C'est un jeune homme pressé. Je crois que vous êtes porte-parole de Libre, c'est ça? Tout à fait. Et auteur, là on est au cœur du sujet, de La Honte chez Albin Michel, qui est consacré, disons, au bilan assez contrasté, somme toute, de Madame Hidalgo à Paris. Bon, on va pas se raconter d'histoire, on est sur Sud Radio. Et puis personne nous écoute finalement. Pierre, on va pas se mentir, le hashtag c'est vous en fait, c'est le cadre parisien, c'est vous, non? Alors il y a une chose très intéressante qui vient d'être expliquée et je confirme effectivement, si ce hashtag avait été lancé par une personnalité politique ou par un mouvement politique, il n'aurait pas connu le succès qu'il a connu justement parce qu'il était apolitique. Et donc ça a été une bannière pour beaucoup de Parisiens, de droite comme de gauche d'ailleurs. Pas seulement la droite, beaucoup d'électeurs de gauche, beaucoup d'électeurs déçus d'Anne Hidalgo qui disent à un moment, stop,
l'état d'insalubrité, de délabrement et de dégradation de la ville, ça n'est pas ce pourquoi nous avions voté. Et donc, il y a beaucoup de Parisiens, toutes tendances politiques confondues, qui se sont emparés de ce hashtag parce que ça a été une bannière de rassemblement, un mot bannière vraiment de rassemblement pour dénoncer cette réalité que manifestement la ville ne voulait pas voir. Je précise à nouveau, j'en profite à nouveau pour dire que je ne suis pas derrière Saccage Paris, même si Anne Hidalgo l'avait dans l'extrait d'ailleurs. Vous l'avez ramassé comme un frémur quand même ce hashtag. Mais si vous voulez, ça a été mon combat. Moi, j'ai été élu de Paris de 2014 à 2020. Aujourd'hui, je suis conseiller régional. Ces questions-là de salubrité et surtout de patrimoine, de préservation du patrimoine. Quand je dis le patrimoine, c'est aussi le petit patrimoine, c'est aussi nos trottoirs, c'est aussi nos perspectives, c'est aussi nos kiosques à journaux, c'est aussi nos édicules de métro, c'est aussi nos viaducs. Tout ça, ça fait partie du petit patrimoine de Paris qui fait la beauté de Paris et qui fait le charme de Paris à travers le monde. Et aujourd'hui, il est abandonné. Aujourd'hui, il est malheureusement saccagé. J'avais, vous l'avez cité, écrit un livre qui s'appelle La Honte. Il aurait pu s'appeler Saccage Paris. Il s'est appelé La Honte. Pourquoi ? Parce que, et vous le retrouvez tout au long des prises de parole sur le hashtag, un certain nombre de Parisiens, mais aussi de banlieusards, mais aussi de provinciaux, de Français de toute la France, disent aujourd'hui on ne reconnaît plus notre capitale, aujourd'hui on a honte de notre capitale. Et donc le titre de ce livre, c'est ça, c'est la honte. Mais je comprends, mais effectivement, ce hashtag, on a regardé votre compte Twitter un peu avant, vous en avez usé et abusé, et c'est de bonne guerre d'ailleurs, parce que je crois que la maire de Paris vous avez reproché d'être derrière le hashtag. Mais alors vous avez saisi la balle au bond, et en fait on a l'impression que vous allez quasiment vous tracer votre route, alors je ne sais pas si c'est à vélo ou pas, mais vers la mairie de Paris le prochain coup. Voilà, c'est le hashtag qui va peut-être vous propulser à la mairie de Paris. En tout cas, vous l'utilisez abondamment. Je ne sais pas s'il y a une trumpisation, comme dit Madame Hidalgo, la vie politique, mais la vie politique parisienne, municipale, il y a une lyciaïsation, non ? Un peu. C'est beaucoup trop d'honneur que vous vous faites, cher Guillaume Migaud. Mais enfin, vous utilisez ce hashtag. Ce qui est sûr, c'est que plus je dément être à l'origine de ce hashtag, plus on me l'attribue. D'ailleurs, le premier, vous avez parlé des tweets que j'avais pu faire, le tout premier tweet, au moment où Saccage Paris est en trend, on commence déjà, je vois sur les réseaux sociaux qu'on commence à me l'attribuer, et mon premier tweet où j'emploie ce hashtag, c'est pour dire que je ne suis pas derrière Saccage Paris. Et malgré cela, on me l'a toujours attribué, et à chaque fois que je dément, on considère que... voilà. Donc, si vous voulez, qu'importe. Au final, qu'importe. La question n'est pas de savoir qui est à l'initiative de ce hashtag, que de savoir pourquoi est-ce que ce hashtag a été lancé. Est-ce que le mot saccage, d'ailleurs vous utilisez le mot honte, c'est un mot extrêmement fort. Vous écrivez j'ai honte, j'ai d'autant plus honte que Paris n'appartient plus qu'aux Parisiens. C'est le joyau de la couronne, la capitale d'enthousiasme plus les Français, tant la pollution, la saleté, la vie chère, l'insécurité, les embouteillages, le stress, n'en jetez plus, sont devenus de véritables repoussoirs. Et vous rappelez que 60 000 Parisiens ont fui Paris ces 5 dernières années. Ça veut dire que pour vous, cette ville est devenue un repoussoir ? Cette ville est devenue un repoussoir, oui, absolument. Cette ville est devenue... c'est pas compliqué. Aujourd'hui, toutes les grandes métropoles françaises, toutes les grandes villes de France gagnent des habitants. Toutes, sauf une, la capitale. Et même l'Île-de-France. Tous les départements d'Île-de-France, donc les 7 départements autres que Paris, gagnent des habitants, que ce soit les départements de proches banlieues ou de grandes couronnes. Vous êtes un élu aussi de la région parisienne. C'est que Paris aujourd'hui est un repoussoir. Paris est le seul département qui perd, grande ville qui perd des habitants. Paris est le seul département urbain de France métropolitaine qui ferme des classes. Et vous les comprenez, ces Parisiens qui partent ? J'en croise tous les jours. J'habite dans un quartier où malheureusement le souhait de quitter Paris est une triste réalité. Mais vous adorez cette ville en même temps. Mais c'est pour ça que je me bats. Oui, c'est parce que j'aime cette ville. Est-ce que vous accélérez pas le mouvement avec Saccage Paris, etc. Mais ce mouvement, il a eu au moins un mérite, c'est d'avoir suscité une prise de conscience collective, non seulement des Parisiens sur l'état de leur ville, mais aussi de la ville de Paris. Quand la ville de Paris annonce une consultation sur l'esthétique de Paris, c'est en réponse à Saccage Paris. Et quand la ville de Paris dit « Ah bah il y a 60 000 panneaux de signalisation qui ne servent plus à rien à Paris qu'on va retirer », c'est bien la preuve qu'il y a des lacunes manifestes en matière de gestion de la voirie. Là, il s'agit de gérer la voirie. Quand on se rend compte, quand la ville annonce qu'elle va retirer ces bancs publics qui ne sont en réalité pas des bancs publics. Moi, les bancs publics, les fameux bancs publics d'Aviou, c'est magnifique. Quand ils sont entretenus, c'est aussi
très propre à l'identité parisienne. Là, les patrimoines, c'est du patrimoine. Les bancs publics de la ville de Paris, c'est des bancs publics écologiques, inclusifs, tout ce que vous voulez. C'est des rondins de bois qui se transforment en épaves urbaines et qui pourrissent littéralement dans les rues de Paris. Ça n'est pas de l'esthétisme, ça n'est pas de l'écologie, c'est du saccage, c'est du vandalisme. Sur tout ce petit patrimoine dont je vous parlais, qui fait la fierté de Paris à travers le monde, vous me disiez saccage, est-ce que c'est pas un peu violent ? Je dis non seulement saccage, c'est pas violent, mais je crois même que vandalisme serait approprié. Il y a à certains égards, Paris est vandalisé, Paris est saccagé. Oui, c'est une réalité. Là, c'est des mots forts. Alors, on peut aussi parler de la gauche. Une partie de la gauche est très critique, toi aussi, sur Anne Hidalgo. Vous aviez notamment cette semaine le dessin de la dessinatrice Coco dans Libération, qui est peu suspect d'être un journal de droite, avec Anne Hidalgo qui part en campagne pour l'Élysée. Elle est sur un traîneau, il y a marqué Hidalgo enfin prête, elle dit destination Élysée. Et l'attelage qui traîne son traîneau, c'est un attelage de rats avec des vieilles canettes écrasées et des seringues. Oui, on voit qu'en fait le hashtag, il a quand même beaucoup de facettes, on lui reproche beaucoup de choses. Moi j'ai une question, est-ce que dans votre quartier vous avez vous aussi des trous partout? Ça, je voulais vraiment en parler. Vous avez des trous entourés de barrières. Ils arrivent dans la nuit, on se réveille un matin, il y a un trou devant chez vous. C'est les Gaspard, c'est un vieux film qui après, s'appelle le Les trou Gaspard. reste, C'est exactement et ça. il n'y a jamais un ouvrier sur le terrain, et le trou reste. On ne comprend pas d'où vient ce trou, à quoi il va servir, et surtout, où sont les ouvriers. Est-ce que le chantier permanent, c'est une œuvre d'art contemporaine, Écoutez, on peut en discuter, parce que j'ai cru comprendre que l'art contemporain était, une performance, était tout sauf critiquable. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il ne faut surtout pas critiquer l'art contemporain, sous peine de s'attirer. Donc faites gaffe au plot jaune, parce que si vous êtes parisien et que vous touchez un plot jaune, c'est de l'art. Attention. Figurez-vous que les blocs de béton qui constituent aujourd'hui les coronapistes, qui sont hideux et qui sont des locations que la ville de Paris fait, qui coûtent une fortune aux contribuables. Incroyable. Et là aussi, ça vaudrait le coup de se pencher sur la question. Pour en revenir au trou, moi je suis, il n'y a pas que dans mon quartier. J'ai vu des reportages entiers. Figurez-vous que je suis cycliste, comme quoi on peut être de droite, opposant de la ville de Paris. Bon, cascadeur à Paris, ça veut dire. C'est un peu ça. C'est que des trous, il y en a partout, effectivement. Il y en a partout. Vous avez un casque ou pas? Non, j'ai pas de casque. J'ai pas de casque parce que, si vous voulez, la vitesse de circulation étant tellement faible à Paris que si j'avais été sur des départementales de province, j'aurais certainement mis un casque et des gilets jaunes. Rappelez-vous qu'il y a un terme sur Sud Radio qui est interdit, qui est le terme province. On voit que vous êtes un élu parisien, mon cher Pierre. Le terme interdit, moi je suis désolé, qu'est-ce qu'on dit? On dit région, territoire. Dans d'autres régions, dans d'autres villes. C'est un beau mot, province. Je pense qu'il faut réhabiliter ce mot. Province, ça n'a rien de parisiano-centré. C'est un joli mot et je le revendique. Provence, ça vient de Provence, provincia. Tiens, mais d'ailleurs, prenons cet aspect-là. Juste avant, Juliette, vous êtes l'un des porte-parole du mouvement de Valérie Pécresse, le mouvement libre. Vous croisez on peut difficilement m'accuser de Trumpisation. Non, absolument. À cet égard. Vous croisez aussi beaucoup d'élus, y compris de votre mouvement, qui sont dans d'autres grandes villes. Ce que vous décrivez à Paris, ça arrive dans d'autres villes. Si vous allez à Bordeaux, vous aurez des Bordelais qui sont en colère. À Marseille, j'imagine qu'on vous dit la même chose. Ça n'existe pas qu'à Paris, ce genre de scène. Ça tombe bien que vous me posiez cette question parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus de province, si vous me le permettez, ces dernières semaines. Et on a eu l'occasion de discuter de l'état de Paris, parce qu'effectivement, Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Paris, c'est la capitale de la 5e puissance mondiale. Et en fait, tout le monde est concerné par ce qu'il se passe à Paris. Et il y a beaucoup d'élus qui m'ont dit, presque dépité, déjà tout le monde est un peu dépité de voir comment évolue leur capitale, mais tout le monde me dit, mais vous imaginez que si nous, dans notre ville, que ce soit une grande ville ou une ville un peu plus moyenne, si nous on sortait de notre mairie et qu'on faisait un quart du 10e de ce que Anne Hidalgo avait fait à Paris, on ne pourrait pas sortir de notre mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les maires sont abasourdis de ce qu'ils voient de Paris, et la seule qui n'a pas l'air d'en prendre la mesure et la conscience, c'est Anne Hidalgo elle-même. Donc à un moment, ce déni-là, il ne peut pas durer aussi longtemps. Encore une fois, je rappelle une chose, et ça me permettra de faire une petite transition peut-être anticipé sur le fameux hashtag ça cache la France, mais la première des responsabilités d'un maire, quelle que soit sa ville, quel que soit son village, la première des responsabilités d'un maire, c'est d'assurer l'entretien de la voirie. La voirie, l'entretien des routes, l'entretien de la signalisation, l'entretien de l'embellissement, l'entretien de la propreté. La première compétence d'un maire, c'est l'entretien de la voirie. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de gérer votre voirie, comment voulez-vous gérer un pays? C'est la question que je pose, et d'où l'émergence de ce hashtag. Suite au hashtag, Anne Hidalgo a promis de doubler le budget de la voirie.
Oui, enfin en même temps. Elle a en même temps dénoncé une manipulation, une récupération, et quand même, elle a annoncé. Mais quand même, on va doubler le budget de la voirie. Oui, et puis aussi doubler le budget voirie, propreté, c'est des budgets qu'elle avait sabrés pendant toutes ces années. Parce que forcément, la voirie, s'il y a bien un poste un poste budgétaire sur lequel on se dit on peut faire des économies, c'est la voirie, un bout de trottoir un peu défoncé, allez, ça fait quelques économies supplémentaires. Ça nous permet de financer des choses, vous savez, éphémères, des choses d'embellissement, d'urbanisation. Vous avez dit éphémère, vous faites allusion à l'Arc de Triomphe. Non, parce que ça c'est hors ville de Paris, ça c'est hors contribuable. Il y a tant de choses à dire déjà sur la ville de Paris. Pour ne pas. Allez, dernière question de Guillaume Bigot. Quitter la voirie, faire le lien avec le hashtag Saccage la France, parce qu'en fait, il y a une problématique un peu nationale. Vous êtes dans le 18e, vous dites que c'est une descente aux enfers que vous avez vécue avec les question du crack, ouvrir effectivement des centres pour les toxicos dans les écoles, c'est quand même assez étrange. Et vous dites finalement que la gentrification, c'est un rideau de fumée et que derrière, il y a quasiment un phénomène d'ensauvagement. C'est pas le terme que vous utilisez, mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, vous parlez de chaos migratoire, de fléau du crack. Est-ce que vous reprendriez pas à votre compte cette phrase de Gérard Collomb? Les gens vivent bientôt, ils vivent côte à côte, ils vont vivre face à face. Est-ce que c'est vrai, y compris dans Paris intramuros? Je pense que cette phrase de Gérard Collomb, qui résonne avec beaucoup d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, est vraie à Paris. Effectivement, à Paris, les gens ne vivent plus les uns avec les autres. Ils vivent chacun dans leur couloir, quoi. Chacun de trottinette, de vélo. Il y a une cohabitation, une sorte de. Ils coexistent, mais ils ne cohabitent pas. Oui, effectivement, ils vivent dans un même périmètre, mais ils n'habitent pas ensemble. Mais c'est vrai certainement aussi dans d'autres, en tout cas à Paris particulièrement. Vous parliez de chaos migratoire, de crise du crack. Quand j'ai employé ces termes-là il y a 2 ans à la sortie de mon livre, et bien avant évidemment, parce que c'était des sujets sur lesquels j'étais déjà monté au créneau, 2015-2016, j'ai reçu, vous imaginez pas, les insultes et les invectives auxquelles j'ai dû faire face à cette époque, à ce moment-là. Et quand vous regardez un peu cette réalité que je dénonçais il y a quelques années et ce que nous vivons aujourd'hui, que de temps perdu. Que de temps perdu. En tout cas, on verra justement aux prochaines présidentielles. Alors, vous y serez pas, mais votre maire préférée, Anne Hidalgo, elle sera probablement candidate. Si vous me permettez d'ajouter un mot. C'est quand même très révélateur. Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, qui s'est présenté à la présidence de la République, il a dit une chose très simple. Il a dit « Ce que j'ai fait pour Paris, je veux le faire pour la France ». De façon plus contemporaine, Valérie Pécresse se lance, vous le savez, à la présidence de la République, et présente sa candidature. Elle dit « Ce que j'ai réussi à faire en Île-de-France, je veux pouvoir réussir à le faire pour mon pays, pour la France ». Et Anne Hidalgo, aujourd'hui, maire de Paris, se lance à la présidence de la République, dans la course à la présidence de la République. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vous me parlez de tout, sauf de Paris, surtout pas. Sauf de mon bilan, finalement. Sauf de son bilan. C'est quand même très révélateur. Mais c'est quoi? C'est une candidature de sauvetage, de témoignage, de naufrage? C'est quoi? Parce que peut-être que le capitaine Hidalgo... C'est aux socialistes de se poser la question. Ce sera aux militants socialistes qui voteront d'ailleurs à la primaire socialiste, puisqu'elle n'est pas la seule candidate socialiste. Il y a aussi Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture sous François Hollande. Merci à vous, Pierre Licia. Merci à vous. Porte-parole du mouvement Livre. C'est le mouvement, je rappelle, de Valérie Pécresse. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La Honte. Alors ça parle de Paris, mais pourtant vous l'aimez cette ville. C'est publié chez Albin Michel. Les amis, on se retrouve dans un instant. Absolument. Pour Politique sous influence. On parle de quoi dans un instant? On va parler de cristaux, on va parler d'art contemporain. Allez. On va parler de la moto de Johnny Hallyday avec le côté un peu tartuffe pour les écolos. Les journées du patrimoine sur les réseaux sociaux en quelque sorte. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Trafic info, circulation très difficile et bouchons records sur nos routes. Tout va bien? Vous êtes en Duster? Nouveau Dacia Duster, avec boîte automatique, système de navigation et réplication smartphone par Wi-Fi. Nouveau Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Pendant les jours plus simples du 16 au 20 septembre, découvrez nouveau Dacia Duster des 6 € par jour, soit 180 € par mois. Duster essentiel EcoG100 4.2, LLD 49 mois, 50 000 km. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Équipement selon version, voir dacia.fr. Ikea. Ah, enfin la rentrée. Qu'est-ce que ça peut te faire, t'es à la retraite? Moi oui, mais pas nos petits-enfants. Boostez leur rentrée. Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme la lampe LED à pince Nevlinge à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr.
Chez Auchan, pour 15 € d'achat sur les yaourts et les fromages, t'as un bon de réduction de 5 €. À toutes. Jusqu'à ce soir chez Auchan. Pour 15 € d'achat en crèmerie, yaourt et fromage libre-service, recevez un bon de réduction de 5 € à valoir sur vos prochaines courses. Auchan, avec plaisir. Offre réservée aux porteurs de la carte Waouh Auchan et valable du 15 au 18 septembre dans vos magasins Auchan participants sur la crèmerie, les yaourts et le fromage libre-service. Voir conditions détaillées en magasin ou sur Auchan.fr. Limité à 3 bons par porteur de carte Waouh et par foyer. Voir modalité et date d'utilisation sur les bons. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Avignon. 95.2. Sud Radio. À Hendaye, grand casting essayeur, enfants et adultes, organisé par l'agence Little Model et EasyFit en collaboration avec Decathlon. Mercredi 29 septembre, casting enfant de 3 mois à 16 ans. Jeudi 30 septembre, casting adulte du XXS au 5XL. Venez en pantalon et t-shirt noir près du corps. Casting EasyFit Little Model les 29 et 30 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h chez Decathlon, rue des Orangers à Hendaye. Info sur littlemodel.fr. Le contrôle technique de votre SEAT est à 0 € dans les points service SEAT participants. Et 0 € quand on y pense, c'est vraiment pas beaucoup, voire quasiment rien. Le contrôle technique est à 0 € chez SEAT et sans minimum d'achat. Donc il vous coûtera entre 0 € et 0 €. Enfin bon, ça reste une fourchette bien sûr, hein. Vous avez à peu près 0 raison de ne pas profiter du service après-vente SEAT. Offre jusqu'au 10 décembre 2021, hors éventuels travaux et contre-visites. Conditions sur seat.fr. À tous ceux qui, à ça va, répondent comme un lundi, alors qu'on est jeudi. À ceux qui se sentent coussi coussa, mais franchement plus coussi que coussa. Et à ceux pour qui les vacances sont loin, très loin. Contre les coups de mou, Intermarché propose le lot de 5 kiwis verts Esprit à 1,50 € et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 30 centimes la pièce au lot, variété Eward, calibre 93-105 grammes, catégorie 1, origine Nouvelle-Zélande, modalité sur intermarché.com. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio, les coulisses des réseaux sociaux avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Notre invité, Pierre Licia, porte-parole du mouvement Libre, est resté avec nous. On va parler d'art contemporain tout de suite avec vous, Guillaume. Absolument, absolument. D'ailleurs, on parlait de saccage Paris. Vous savez qu'il y a des... Pierre Licia n'en a pas parlé, et c'est un des exemples parmi d'autres. Il y a ces espèces de toilettes publiques biodégradables, et il faut faire à peu près un tour de 200 mètres, tant ça sent l'ammoniac autour. C'est assez malodorant. Peut-être ça fait partie de la performance globale, je ne sais pas, biodégradable, etc. Ce qui est sûr, c'est que l'art contemporain a démarré avec Marcel Duchamp, avec la pissotière. Donc vous voyez, ça fait... Bon, c'est un peu lourdin quand même. Comme, un petit peu, un chouï. Ah, vous trouvez. Un chouïa. Donc heureusement, Pierre Licia est resté avec nous parce que c'est un grand amoureux de cristaux. Et donc il y a eu cet emballage de l'Arc de Triomphe façon un peu... Moi, ça m'a fait penser un peu à l'affiche d'un spectacle de Jean-Marie Bigard il y a quelques années. Bigard met le paquet avec un slip kangourou. J'ai l'impression que Arc de Triomphe est recouvert d'un énorme slip kangourou et apparemment ça fait beaucoup parler sur les réseaux, Juliette. Oui, donc Emmanuel Macron a inauguré jeudi dernier l'empaquetage d'un des monuments les plus emblématiques de la capitale, l'Arc de Triomphe. C'est un projet qui a été voulu par le très fameux Christo et sa compagne Jean-Claude depuis déjà 1961, donc c'est un projet de longue date. Le projet a vu le jour à titre posthume puisque les deux artistes sont morts avant d'avoir pu se réaliser. Ce n'est pas la première fois qu'un tel projet voit jour à Paris, il faut le dire, puisqu'en 1985, Christo avait déjà bouleversé l'art contemporain en impactant le Pont Neuf. L'œuvre est soutenue par le Centre Pompidou, approuvée par la ville de Paris et par l'Élysée. Elle a nécessité 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène, j'ai du mal, argent bleuté et 3000 mètres de corde rouge de la même matière. Elle sera visible, c'est une œuvre éphémère qui sera visible jusqu'au dimanche 3 octobre. À rajouter que comme tous les projets de Christo, l'Arc de Triomphe empaqueté sera entièrement autofinancé grâce à la vente des œuvres originales de Christo, le montant de cette somme s'élevant à 14 millions d'euros. Le projet, évidemment, suscite de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où s'opposent ceux y voyant un sacrilège, une profanation du sacré, et les autres admiratifs de la démarche de l'artiste. Il me semble, Guillaume, que vous aviez d'ailleurs réagi dès juillet à ce projet, avant même qu'il ne débute, dans une vidéo publiée sur le site du magazine Front Populaire.
Oui, très honnêtement, je me suis peut-être un peu emballé parce que, en fait, quand j'ai vu ces travaux au mois de juillet, sincèrement, j'ai cru qu'il c'était question de travaux de rénovation, comme l'Arc de Triomphe avait été un peu malmené. Et puis ensuite, on m'a dit que c'était de l'art contemporain. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Donc, je me suis peut-être un peu emballé. Ceci dit, il y a un véritable débat de fond. Vous êtes un peu emballé. On peut saluer d'ailleurs le jeu de mots. Il y a un véritable jeu de mots. Merci. Vous le déballez. C'est ça, exactement. Déballons tout. En tout cas, vous avez trouvé un contradicteur vu que sans se déballonner. Voilà, et qui dit sur politique sous influence, on parle de réseaux sociaux très importants chez les Français, c'est YouTube. Eh bien, il y a un YouTuber connu sous le doux nom d'Anal Génocide. Ouais. Il a sorti une vidéo d'une 20aine de minutes pour contredire vos arguments, et vous allez voir qu'il n'a pas mâché ses mots. Ah, si même Anal Génocide n'est pas d'accord avec moi. Eh oui. Monsieur Guillaume Bigot, Bigot le bien nommé, sur la chaîne Front Populaire. Vous savez, la Front Populaire, c'est le truc de merde qu'a lancé Michel Onfray. Et il dit ça. De tout temps, l'art véritable, parce qu'il est révolutionnaire, parce qu'il est surgissement du neuf, dans la forme en tout cas, choque les gens importants, choque les écoles, choque les académies. Or là, c'est l'inverse. Cet art soi-disant transgressif est non seulement le sommet du conformisme et de l'académisme, mais il est presque destiné à choquer le gilet jaune, le sans-dents, le touriste. Ah oui, ça plaît aux élites et tout, mais ça plaît pas au peuple. Le peuple se fait insulter, sachant que monsieur est diplômé de Sciences Po, d'accord ? Monsieur est diplômé de Sciences Po, et il est directeur d'une grande école de commerce. Mon gars, vu ton CV, t'as plus ta place dans l'élite déconnectée et tout, que du côté du peuple, du gilet jaune et du sans-dents. Bon. C'est un tacle, effectivement, c'est l'ambiance de YouTube. Après, il y a deux trois petits points, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais pas. En plus, je vais pas donner un coup de pied dans le derrière à monsieur qui s'appelle comment déjà ? Le doux nom d'Anal Génocide. Oui, ça qui a l'air de bien s'occuper de lui-même, tout seul. Non, blague à part. Sur le fond, en fait, il y a cette question de savoir si cet art contemporain, il n'est pas finalement un peu normalement. Est-ce que c'est de l'art ? Parce que tout à l'heure, Juliette, vous nous avez présenté l'emballage de Christo avec un mode d'emploi. Et en fait, est-ce qu'une œuvre d'art, il y a besoin d'un mode d'emploi ? C'est une première question qu'on pourrait se poser. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est une œuvre aussi éphémère, parce qu'il est question de retirer. C'est tout le concept d'ailleurs. Et ce youtubeur a raison de souligner que la démarche de Christo, il l'explique très bien d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, la démarche de Christo, c'est de cacher un monument, non pas que je ne saurais voir, mais qu'on a beaucoup vu et qu'on ne voit plus parce qu'il est dans le paysage, pour un peu mieux le redécouvrir. Ce n'est pas inintéressant, c'est de la bonne pub, c'est de la bonne com. Moi, je salue ça. Christo, c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait. Mais est-ce que c'est de l'art ? C'est la question, et c'est pas du tout la question. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est pas beau ? Tous les goûts sont dans la nature. Mais est-ce que c'est pas de la pub, premièrement, et ensuite, est-ce que de l'art, une œuvre d'art qui est là pour rester combien de temps ? 3 semaines ? 2 semaines à peu près. 2 semaines. Surtout la question, c'est est-ce que ça a sa place sur la voie publique et sur. Est-ce qu'il peut y avoir de l'art biodégradable ? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Licia ? Je pense que l'art biodégradable ou éphémère, c'est, vous savez, lorsque on parle d'art culinaire, lorsque vous avez mangé votre délicieux mets, il n'existe plus et vous l'avez en souvenir. Et c'est de l'art. Lorsque vous écoutez une chanson, que vous voyez une performance scénique, elle n'existe plus dès l'instant où elle s'arrête, et c'est de l'art. Moi, honnêtement, c'est bien vu. Franchement, il y a une hystérisation du débat. J'y ai peut-être contribué maladroitement, parce qu'effectivement, j'ai eu l'indécence peut-être d'émettre un jugement critique sur cette œuvre, puisqu'il faut l'appeler ainsi, de Christo. Moi, je n'empêche personne de tomber en pamoison devant les œuvres de Christo. Je n'empêche à personne de trouver ça magnifique, sacré et d'apprécier cet art-là. Mais je ne veux pas qu'on m'empêche, moi, de revendiquer le droit d'être insensible à ce type d'art contemporain. Je ne suis pas réfractaire à l'art. Qui vous en empêche, d'ailleurs ? Écoutez, je vous ai parlé d'une prise de position sur les réseaux sociaux. Effectivement, moi, je fais partie de ces Parisiens qui voient encore nos monuments de Paris, peut-être parce que je suis attaché à notre patrimoine. Et c'est vrai que l'Arc de Triomphe, j'y passe assez régulièrement devant, enfin, en tout cas dessous, à vélo bien souvent. Et je suis, depuis 32 ans que je suis parisien, émerveillé à chaque fois que je passe, comme quand je passe devant Notre-Dame, même malgré ça durera 15 jours. J'entends, Pierre, mais quels sont les arcs de triomphe ? Quelles sont les œuvres qu'on va laisser ? Notre génération, quand on ça malheureusement c'est pas à nous de le décider. Vous savez bien comment se constitue le patrimoine, c'est l'histoire et les générations suivantes qui le disent. Vous savez, vous avez des habitats faubouriens ouvriers qui n'étaient en rien des éléments patrimoniaux lorsqu'ils ont été construits, qui ont même été détruits à un certain moment et qu'on redécouvre aujourd'hui parce que ce sont des éléments patrimoniaux, des sites parfois classés. Donc ça n'est pas à nous de dire ce qui demain
sera du patrimoine et de l'histoire. Mais je dis simplement, la critique de l'art, c'est consubstantiel à l'art. Ça, c'est le principe. Laissez-nous critiquer ou être insensibles à une art sans pour autant se faire traiter de réac. De vieux réac ou autre chose. Voilà. Bon, il y en a qui le prennent pas mal, le terme réac. Écoutez, bon, là, on a 3 personnes autour de la table qui n'aiment pas l'Arc de Triomphe de Christo et Jeanne-Claude. Moi, je serais le 4e qui trouve ça sublime, vous voyez. On n'a pas besoin de s'interdire de parler, justement, ni de débattre sur l'art, c'est le principe. Surtout pas dans Politique sous influence. Surtout pas sur Sud Radio non plus. Merci à notre invité Pierre Licia, auteur de La Honte. C'est Paris. La Honte, Pierre Licia. Encore très d'actualité, n'hésitez pas. Albin Michel est porte-parole du Mouvement Libre. Merci à vous. Juliette Brien, c'est Guillaume Bigot. On vous retrouve dans Politique sous influence samedi prochain de 11h à midi. Et sur les réseaux. Oui, et sur les réseaux partout. Instagram, TikTok. Si vous trouvez de nouveaux réseaux avec Guillaume Bigot, n'hésitez pas à l'interpeller. Il adore ça. La suite.